Chaque année, l'humanité extrait plus de 300 000 tonnes d'étain, un métal qui a transformé l'histoire aussi profondément que l'électricité ou Internet. Imaginez, quelques grammes de ce métal à l'intérieur de votre téléphone maintiennent ensemble des milliers de contacts microscopiques. Et maintenant, imaginez que sans l'étain, l'âge du bronze n'aurait jamais existé. Mais il y a un secret que l'industrie dissimule soigneusement. Ne manquez pas la suite. Vous découvrirez un fait sur l'étain qui bouleversera votre vision de l'électronique moderne. L'étain n'est pas qu'un simple effet de mode. C'est un métal à l'histoire millénaire, profondément ancré dans le temps. Sa découverte fut une véritable révolution qui modifia à jamais le cours de la civilisation humaine, inaugurant ce que l'on nomme l'âge du bronze. Imaginez, les anciens artisans avaient appris à extraire le cuivre et à en fabriquer des outils. Mais le cuivre était trop tendre. Et voilà que, par hasard ou par expérimentation, ils découvrirent qu'en ajoutant au cuivre fondu un peu d'un autre métal alors inconnu, l'étain, l'alliage devenait incroyablement résistant, dur, plus facile à couler et gardait bien mieux son tranchant. Ce métal, c'était l'étain. L'alliage de cuivre et d'étain prit le nom de bronze. Épée, bouclier, outils, parures en bronze. Tout cela devint soudain accessible, conférant aux civilisations anciennes un avantage considérable. Ce fut un véritable bond technologique qui transforma la guerre, l'agriculture et les arts. L'étain devint si précieux qu'on se battit pour ses gisements, et les routes commerciales menant aux mines d'étain, comme celle de Cornouailles en Grande-Bretagne, revêtaient une importance capitale. Au fil des siècles, l'étain conserva sa valeur. On l'utilisa comme revêtement protecteur contre la corrosion. Le fer blanc, cette fine feuille d'acier étamé dont on fit les boîtes de conserve, en est l'exemple parfait. Il servit aussi à fabriquer des soudures tendres pour assembler les métaux, à produire des miroirs et même à créer des tuyaux d'orgue et des pièces de monnaie. Mais sa véritable renaissance survint au XXe siècle, avec l'avènement de l'électronique. Plus de 50% de la consommation mondiale d'étain revient désormais à ce secteur. Les soudures. Voilà son rôle principal. Votre ordinateur, votre smartphone, votre télévision. À l'intérieur, des milliers de composants électriques sont reliés entre eux. Ces connexions sont réalisées grâce à la soudure, le plus souvent un alliage d'étain et d'autres métaux. Par exemple, du plomb autrefois, aujourd'hui principalement du cuivre, de l'argent ou du nickel. L'étain convient parfaitement aux soudures, car il possède un point de fusion relativement bas, ce qui permet de le fondre facilement et de former des connexions sans endommager les composants électroniques sensibles. De plus, l'étain mouille les métaux, c'est-à-dire qu'il s'étale aisément sur la surface en créant une liaison électrique et mécanique solide. Il offre également une bonne conductivité électrique et résiste à la corrosion. L'électronique moderne utilise ce que l'on appelle des soudures sans plomb, ce qui constitue une avancée majeure pour l'environnement. L'étain est le composant principal de ces alliages. Sans connexion soudée fiable, toute l'architecture complexe des circuits intégrés s'effondrerait tout simplement, et votre appareil ne serait plus qu'un amas de composants inutiles. L'étain sert à recouvrir d'autres métaux, notamment le cuivre, sur les circuits imprimés. Cela protège les pistes de cuivre de l'oxydation et facilite le processus de soudure. On l'utilise également pour revêtir les connecteurs, ce qui améliore leur conductivité électrique et leur résistance à la corrosion. L'étain n'est pas un élément très abondant dans la croûte terrestre. Son principal minéral est la cassitérite,
c'est-à-dire l'oxyde d'étain. C'est un minéral assez dense, que l'on trouve souvent dans des gisements alluvionnaires, ce qui signifie qu'il peut être extrait des sédiments fluviaux ou d'anciens rivages marins. Plus de 70% de la production mondiale d'étain est concentrée dans 4 pays d'Asie du Sud-Est et d'Amérique du Sud: la Chine, l'Indonésie, le Myanmar et le Pérou. Cela rend le marché de l'étain particulièrement sensible aux événements politiques et économiques dans ces régions. L'extraction de l'étain commence par la phase d'exploration. Les géologues, armés de technologies modernes, mènent des études, des forages et des analyses d'échantillons de sol et de roches afin de localiser les gisements où la concentration de cassitérite est suffisamment élevée pour permettre une exploitation économiquement rentable. Une fois le gisement identifié, son exploitation débute et peut emprunter 2 voies principales selon le type de gisement. La première, et la plus courante, consiste à extraire l'étain des gisements alluviaux. Imaginez, pendant des millions d'années, la cassitérite, arrachée aux roches-mères par l'eau et l'érosion, s'est accumulée dans les lits des rivières, au fond des lacs ou sur d'anciennes berges marines. Il se déposait comme du sable sous forme de placers. L'extraction de ces gisements est souvent moins complexe que celle des mines souterraines. On y utilise d'immenses dragues, de véritables usines flottantes qui aspirent des tonnes de terre et de gravier au fond des cours d'eau. Ou encore des monitors hydrauliques, de puissants jets d'eau sous haute pression qui lessivent les sols des berges ou des flancs de collines contenant de la cassitérite. La masse de roches ainsi délayée passe ensuite par un enrichissement primaire, où des méthodes gravitationnelles, exploitant la différence de densité, séparent la cassitérite de la gangue plus légère. C'est l'équivalent industriel de l'orpaillage, mais à une échelle gigantesque. La seconde méthode consiste à extraire le minerai de gisement primaire, où la cassitérite se trouve directement dans la roche dure. On y exploite alors des mines souterraines traditionnelles, comme pour l'extraction d'autres métaux. Les mineurs, forains des tunnels et des trous de mine dans la roche, utilisent des explosifs pour fragmenter le filon, puis des chargeuses récupèrent le minerai et le remontent en surface. Cette extraction est plus coûteuse et complexe, nécessitant un équipement puissant et le respect de protocoles de sécurité rigoureux. Après l'extraction, le minerai, quelle que soit son origine, est acheminé vers l'usine de traitement. Il y est d'abord concassé, puis broyé en une poudre très fine dans des broyeurs, afin de libérer les cristaux de cassitérite de la roche environnante. Différentes méthodes d'enrichissement sont ensuite appliquées. La première méthode est la séparation par gravité. La cassitérite étant un minéral relativement dense, on la sépare des minéraux plus légers à l'aide d'eau. Cette opération peut s'effectuer sur des cribles vibrants, des tables à secousses ou des séparateurs en spirale. La deuxième méthode est la flottation. Pour enrichir davantage le minerai ou séparer la cassitérite d'autres minéraux, on utilise parfois la flottation. La cassitérite adhère sélectivement aux bulles d'air et remonte à la surface sous forme de mousse. Au terme de tous ces procédés, on obtient un concentré d'étain contenant plus de 50% de cassitérite, voire davantage. Ce concentré est ensuite acheminé vers une usine métallurgique pour produire de l'étain métallique pur. Là, le concentré, qui est un oxyde d'étain, est mélangé avec du charbon, qui joue le rôle de réducteur, et des fondants. Les fondants sont des substances qui facilitent la séparation des impuretés. Ce mélange est chauffé dans des fours spéciaux à des températures élevées, généralement autour de 1300 degrés Celsius. À ces températures, le carbone capte l'oxygène de l'oxyde d'étain, libérant ainsi l'étain métallique pur, qui fond et s'écoule au fond du four.
Le plomb brut fondu obtenu contient encore des impuretés d'autres métaux. Il passe donc par une étape cruciale supplémentaire, le raffinage. Il peut s'agir d'une purification thermique, où le plomb est chauffé à des températures précises pour que les autres métaux se séparent ou remontent à la surface. Ou plus fréquemment, d'un raffinage électrolytique qui permet d'atteindre une très haute pureté de l'étain. Une haute pureté, c'est-à-dire quasiment 100% dans ce cas, vous imaginez ? Cela s'avère absolument essentiel, en particulier pour l'industrie électronique, où les moindres impuretés peuvent affecter la conductivité électrique et la fiabilité des composants. Il existe un métal auquel on confie chaque jour la vie d'un équipage enfermé dans une capsule d'acier à des centaines de mètres de profondeur. Imagine un tube qui n'a pas le droit de présenter la moindre micro-fissure, alors qu'il supporte la pression d'une colonne d'eau haute comme plusieurs dizaines d'étages. Ce n'est pas un alliage de science-fiction tout droit sorti d'un film, mais un acier bien réel, capable de résister à plus de 100 000 psi de charge tout en restant suffisamment vivant pour ne pas se désintégrer, respirant au rythme de la coque du submersible. Aujourd'hui, tu vas découvrir de quoi est vraiment faite la coque épaisse d'un sous-marin, pourquoi le titane s'est révélé un héros des profondeurs bien trop coûteux, et comment les ingénieurs parviennent à faire tenir le métal là où n'importe quel acier ordinaire se serait froissé depuis longtemps comme une boîte de conserve. La coque résistante d'un sous-marin ne commence pas par la peinture et les techniques de camouflage, mais par le métal dont est fait son corps intérieur. La coque résistante, c'est un tube d'acier à parois épaisses, de forme cylindrique, à l'intérieur duquel se trouvent les compartiments, les hommes, l'équipement. C'est elle qui supporte la monstrueuse pression des profondeurs, tandis que la coque extérieure légère, les carènes, le kiosque relève déjà de l'aérodynamique et de l'hydrodynamique. Lorsque le submersible descend à des centaines de mètres, chaque pouce carré de sa coque subit une force telle qu'on dirait qu'un immeuble entier pèse sur lui. À 500 mètres de profondeur, la pression atteint environ 50 atmosphères, soit près de 50 bars, et l'acier doit résister sans la moindre fissure. Pour rendre cela possible, on utilise des aciers alliés spéciaux de très haute qualité. L'exemple classique, l'acier américain HI80. Le sigle HI signifie High Yield, c'est-à-dire limite d'élasticité élevée. L'acier ne commence à se déformer de manière irréversible qu'à des contraintes d'au moins 80 000 psi. Pour les sous-marins, le HI80 permet une profondeur d'immersion opérationnelle d'environ 550 mètres. Plus tard est apparu le HI100, avec une limite d'élasticité proche de 100 000 psi, soit environ 700 mégapascales, ce qui a permis de concevoir des submersibles pour des profondeurs avoisinant 690 mètres. Une différence de quelques dizaines de mégapascales représente en réalité des centaines de mètres supplémentaires de zone de survie pour la coque, avant que les contraintes n'atteignent des niveaux critiques. La composition chimique de ces aciers est loin du simple fer au carbone. On y ajoute du nickel, du chrome, du molybdène, du manganèse et d'autres éléments dans des proportions précises. Le nickel améliore la résilience au choc et abaisse la température de rupture fragile. Le chrome renforce la résistance à la corrosion et la dureté. Le molybdène aide à résister au fluage et aux contraintes locales. Il en résulte un acier qui, même aux basses températures de l'eau de mer, conserve sa plasticité et ne se brise pas comme du verre sous l'impact ou une charge brutale. Pour les bâtiments militaires, c'est crucial.
La coque doit encaisser les coups de mer, les chocs hydrodynamiques et ses propres manœuvres, sans parler des charges explosives éventuelles. L'étape suivante relève de l'univers des tôles épaisses et du soudage de haute précision. Les plaques de la coque résistante atteignent plusieurs centimètres d'épaisseur. Elles sont courbées sur de puissants laminoirs pour former des sections cylindriques. Cette courbure doit être d'une précision telle que l'assemblage des tôles produise un anneau parfaitement régulier, exempt de contraintes internes et d'ovalisation. Plusieurs de ces sections sont ensuite réunies en virolles, compartiments distincts qui seront à leur tour soudés entre eux sur toute la circonférence. Chaque soudure longitudinale ou circulaire constitue potentiellement le point le plus vulnérable. Aussi, les exigences de soudage sont elles aussi strictes que celles imposées à l'acier lui-même. On recourt au soudage automatique à l'arc sous flux, en contrôlant minutieusement les températures de préchauffage et de post-chauffage, afin d'éviter la formation de zones trempées fragiles et de fissures internes. Après le soudage, les cordons sont contrôlés par des méthodes non destructives. On fait appel à la radiographie, à la défectoscopie par ultrasons, aux procédés magnétoscopiques. L'objectif, détecter jusqu'aux défauts microscopiques, manque de fusion, porosité, inclusion de l'étier, qui, sous la pression des grandes profondeurs, peuvent devenir l'amorce d'une fissure. Si un défaut est repéré, le cordon est découpé, puis ressoudé. Ces opérations sont répétées, jusqu'à ce que la structure réussisse l'ensemble des essais, y compris hydrauliques. La coque peut être placée dans un bassin spécial, ou une chambre pour vérifier son comportement, sous une pression équivalente à plusieurs centaines de mètres de colonne d'eau. En URSS, une partie de cette logique fut poussée à l'extrême grâce à l'utilisation d'alliages de titane. Le titane possède une densité inférieure à celle de l'acier, tout en offrant une résistance très élevée et une excellente résistance à la corrosion dans l'eau de mer. Le légendaire K278, Komsomolets, reçut une coque résistante en titane et parvint à atteindre une profondeur d'environ 1000 mètres, soit 2 fois plus que les profondeurs opérationnelles habituelles de la plupart des sous-marins en acier. Mais il fallut payer ce prix par un coût colossal en matériaux et en usinage. Le titane est difficile à souder, il exige un environnement protégé, des technologies onéreuses et une haute qualification. Au final, de telles expérimentations restèrent davantage une vitrine des possibilités qu'une norme de production de masse. Aujourd'hui, l'axe principal du développement des coques de sous-marins n'est pas une transition complète vers le titane, mais le perfectionnement des aciers alliés. Les nouvelles nuances sont élaborées de manière à obtenir une limite d'élasticité et une résistance encore plus élevée, tout en conservant une plasticité suffisante. Un métal trop rigide est dangereux. Il risque de ne pas se déformer, mais de se fissurer brusquement en cas de dépassement de sa limite. La tâche des métallurgistes consiste à trouver un équilibre où la coque travaille, d'abord légèrement sous pression, en répartissant les contraintes, pour n'atteindre que bien plus tard, très loin, des régimes de fonctionnement normaux, des valeurs critiques. Pour cela, on ajuste la teneur en nickel, chrome, molybdène. On ajoute des éléments micro-alliants. On contrôle la taille des grains et les traitements thermiques. Un point crucial. Dans un sous-marin, ce n'est pas seulement le cylindre massif qui travaille. À l'intérieur de la coque résistante se trouve un ensemble de couples, de lisses, de cloisons qui répartissent les charges et empêchent l'enveloppe de se froisser comme une boîte de conserve.
Tous ces éléments sont eux aussi fabriqués en aciers spéciaux, et leurs jonctions avec la paroi de la coque sont calculées de manière à éviter toute concentration de contraintes. Chaque hublot, chaque écoutille, chaque ouverture pour l'appareillage constitue un renforcement complexe qui doit garantir que la pression de l'eau ne trouvera pas de point faible. Les ingénieurs procèdent à de nombreux calculs par la méthode des éléments finis, vérifiant comment la coque se comporte à différentes profondeurs, sous les chocs des vagues, lors des manœuvres. Si l'on imagine la descente d'un submersible vers les profondeurs, voici ce qui se passe au niveau du métal. Tous les 10 mètres de descente, la pression augmente d'environ 1 atmosphère. À 100 mètres, elle est déjà 10 fois supérieure à celle de la surface. À 500 mètres, 50 fois. Pendant tout ce temps, l'acier de la coque résistante travaille en régime de déformation élastique. Il se comprime légèrement, le diamètre de la coque diminue de quelques millimètres. Mais après la remontée, il retrouve ses dimensions initiales. L'objectif des ingénieurs est de garantir que, même à la profondeur maximale autorisée, la marge avant d'atteindre la limite d'élasticité reste conséquente. Chaque année, le monde consomme plus de 200 millions de tonnes de métaux, mais il en existe un qui est presque impossible à détruire. Pourquoi un petit cube pesant à peine plus qu'une boîte d'allumettes tire-t-il la main vers le bas, comme s'il s'agissait d'un fragment de trou noir? Et comment un matériau qui ne fond qu'à 3400 degrés influence-t-il l'armement, l'électronique et même la géopolitique mondiale? Voici l'histoire du tungstène, le métal qui change la donne. Regarde jusqu'au bout. Je révélerai un fait sur le tungstène que même certains fabricants dissimulent. Le tungstène est l'un des métaux les plus lourds que nous ayons. Sa densité dépasse celle du plomb, se rapproche de celle de l'or et ne le cède que légèrement à l'osmium, le champion toute catégorie des poids lourds. Dans la main, un morceau de tungstène donne une impression d'injustice. Ce petit cube métallique bien propre, qui devrait logiquement être léger, tire en réalité la paume vers le bas, comme s'il contenait quelques centaines de briques invisibles. Mais ce n'est que le commencement. Le véritable super-pouvoir du tungstène n'est même pas son poids, c'est son tempérament face aux températures extrêmes. La résistance thermique du tungstène est devenue légendaire. Température de fusion supérieure à 3400 degrés Celsius. Aucun compromis, aucun point faible. Il ne se contente pas de supporter des conditions infernales. Il s'y sent comme chez lui. Presque tous les autres métaux ramolliront au mieux, ou disparaîtront tout simplement sous l'effet de la chaleur, tandis que le tungstène reste là, observant la scène avec une indifférence glaciale. C'est précisément pour cette raison qu'il est idéal pour les filaments de lampes, oui, ces bonnes vieilles ampoules à incandescence, car où d'autre trouver un matériau capable d'émettre une lumière blanche éclatante sans se transformer en bouillie jaunâtre? Sa dureté extraordinaire mérite qu'on s'y attarde. Le tungstène pur est plutôt fragile, mais dès qu'on l'associe au carbone, on obtient du carbure de tungstène, l'un des matériaux les plus durs sur Terre. Sur l'échelle de Mohs, il peut rivaliser avec le corindon, et en termes d'application pratique, il est tout simplement hors compétition. C'est le carbure de tungstène qui constitue la base des couronnes de forage, des outils de coupe, des fraises et des forêts, capables de trancher le granit comme s'il s'agissait d'une simple biscotte. Lorsque vous voyez une vidéo où une foreuse pulvérise la roche plus rapidement qu'un couteau de cuisine ne tranche une carotte, sachez que c'est le tungstène à l'œuvre, sous une forme surpuissante et ultra résistante.
Dans le domaine de la défense, les alliages de tungstène servent à fabriquer des projectiles sous-calibrés et des éléments perforants. Deux caractéristiques sont ici essentielles, une densité élevée et la capacité de conserver sa dureté sous des contraintes colossales. Lors d'un impact à plusieurs kilomètres par seconde, un métal ordinaire serait tout simplement écrasé, mais le tungstène reste acéré et redoutable. En ce sens, il est véritablement dur comme une balle, seulement 2 à 3 fois plus efficace. Mais l'usage militaire ne représente qu'une partie du tableau. Le tungstène se retrouve dans l'électronique, là où l'on a besoin de contacts capables de résister à des températures et à des charges extrêmes, dans les installations sous vide, dans l'industrie, partout où l'on exige des matériaux qui ne fondent ni ne s'oxydent à la chaleur. Les filaments des tubes cathodiques, les éléments chauffants des fours, les électrodes, partout où règne une chaleur intense, il y a de fortes chances de rencontrer du tungstène, ou du moins ses composés. Le métal lui-même se rencontre rarement dans la nature. Il ne traîne pas dans les gisements comme le fer, et n'apparaît pas à l'état pur comme l'or natif. Il faut l'extraire de minéraux, la wolframite et la scheelite. Le processus est complexe, comporte plusieurs étapes, exige une énergie considérable. Mais c'est précisément ce qui explique pourquoi le tungstène coûte si cher, et pourquoi tous les pays ne peuvent pas simplement décider d'en lancer la production. Mais la demande est tellement énorme que l'industrie traverse patiemment et obstinément toute cette quête technologique. Le tungstène présente également un intérêt particulier. Il résiste remarquablement à la corrosion. Pluie, sel, acidité. Tout cela représente pour lui à peu près ce que représentent de légères éraflures pour un char d'assaut. Grâce à cette propriété, les alliages de tungstène servent là où d'autres métaux se dégradent, 3 à 6 fois plus rapidement. Et si l'on met de côté le jargon scientifique, on obtient une histoire très simple. C'est un métal qui ne craint ni le poids, ni la pression, ni les températures, ni les chocs, ni le temps. Si le fer est le fondement de la civilisation, l'aluminium, le symbole de la légèreté, et le titane, l'incarnation de la force alliée à la faiblesse du poids, alors le tungstène représente la limite extrême des possibilités métalliques. Densité, dureté, résistance à la chaleur et endurance, tout converge en un seul point, et tout est poussé au maximum. Ce qui est intéressant, c'est que les réserves de tungstène dans la croûte terrestre sont réparties assez largement. Sur chaque continent, à l'exception de l'Antarctique, des gisements ou des réserves prometteuses ont été découverts. Mais les barrières géopolitiques, économiques, écologiques et technologiques font que seule une petite partie de ces réserves est réellement exploitée. Même après la découverte d'un gisement, le chemin vers une extraction à part entière peut prendre des dizaines d'années. Il faut d'abord confirmer les réserves, mener des études géologiques, évaluer la teneur du minerai, la structure du gisement. Tout cela coûte cher. Ensuite, il faut élaborer un projet, trouver des investisseurs, construire les infrastructures, mines ou carrières, routes, installations de traitement. Sans investissements importants et sans demande stable, cela ne fonctionne pas. Tous les gisements ne présentent pas une concentration suffisante en tungstène, ou contiennent ce qu'on appelle un minerai subéconomique, c'est-à-dire un minerai dont la teneur en métal ou la complexité d'extraction rendent l'exploitation commerciale peu rentable. Dans de tels cas, même si la ressource est techniquement connue, les coûts économiques peuvent dépasser les profits potentiels. L'extraction de minerais de tungstène est souvent liée à l'exploitation minière de gisements complexes, skarnes, filons, gisements hydrothermaux et autres. Parfois, les minerais sont mélangés à d'autres éléments, ou se trouvent dans des conditions géologiques difficiles, des régions éloignées, ou nécessitent des technologies coûteuses de concentration et de traitement.
De plus, les exigences environnementales, gestion des déchets, contrôle des émissions, circuits d'eau, ajoutent encore au coût. Si un pays ou un investisseur n'est pas prêt à supporter de telles dépenses, le développement est freiné ou ne démarre jamais. Les gisements se trouvent souvent dans des régions éloignées ou instables, où l'instabilité politique, l'absence d'infrastructures, la bureaucratie et les risques découragent les investisseurs. De plus, une partie des plus grandes zones d'extraction et de transformation est concentrée dans quelques pays, ce qui leur confère un avantage stratégique sur le reste du monde. En conséquence, même si d'autres pays possèdent des ressources, celles-ci peuvent être inaccessibles ou économiquement non rentables. Il arrive également fréquemment que d'anciennes mines ferment leurs portes, en raison de l'épuisement du minerai, des fluctuations des prix sur le marché, de l'augmentation des coûts d'extraction, ou encore des restrictions environnementales. La réactivation de telles mines nécessite souvent du temps, des investissements et de nouvelles technologies. Cela signifie que la situation du tungstène ne relève pas de réserves inépuisables, mais bien de gisements exploités de manière sélective, de décisions budgétaires, de viabilité commerciale et de géopolitique. C'est pourquoi le contrôle des mines en activité, leur modernisation, les technologies de transformation et la logistique revêtent souvent plus d'importance que la simple réserve brute de minerais. Qu'est-ce qui peut écraser du métal comme s'il s'agissait de pâtes à modeler tiède? Une machine dont la force dépasse le poids de villes entières. Sa pression équivaut à une armée d'éléphants d'acier, empilés les uns sur les autres. Mais la vraie question est ailleurs. Pourquoi l'humanité a-t-elle créé un tel monstre capable de défier les lois de la physique? Le secret de cette presse est enfoui plus profondément encore que ses fondations, qui s'enfoncent dans le sol sur des dizaines de mètres. Et si vous regardez jusqu'au bout, vous découvrirez un fait qui bouleversera votre vision de l'industrie aéronautique et spatiale. Mais qu'est-ce que cela représente réellement? 80 000 tonnes. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent du poids de 80 000 voitures de tourisme compressées en un seul point, ou de la pression qu'exercerait une armée entière d'éléphants gigantesques se tenant les uns sur les autres. Ce colosse d'acier, mis en service en 2013, est la presse de forgeage la plus puissante au monde, surpassant toutes les réalisations antérieures. C'est un véritable géant qui atteint la hauteur d'un immeuble de 10 étages. Sa base s'enfonce profondément dans le sol, tandis que sa partie supérieure s'élance vers le ciel, tel un gratte-ciel industriel. On dirait une machine tout droit sortie d'un film de science-fiction. Et pourtant, elle est absolument réelle et accomplit chaque jour son travail extraordinaire. Cette presse est conçue pour l'estampage de pièces exceptionnellement volumineuses et complexes, essentielles au secteur de l'aéronautique, de l'aérospatiale et de l'énergie. Il peut s'agir d'immenses panneaux pour des fuselages de fusées, d'éléments massifs d'ailes ou de fuselage d'avions, de composants de turbines pour centrales électriques, ou encore d'équipements pour réacteurs. L'histoire de ces presses géantes constitue une véritable épopée, étroitement liée à l'époque de la guerre froide. C'est précisément lorsque les États-Unis et l'URSS se livraient une compétition acharnée pour la domination dans la course spatiale et l'industrie militaire qu'est apparue la nécessité de structures métalliques ultra résistantes et monoblocs. Les Américains furent les premiers à construire des presses d'une puissance de 50 000 tonnes, leur permettant de créer de grandes pièces aéronautiques sans soudure, ce qui améliorait considérablement la fiabilité. L'Union soviétique ne tarda pas à répliquer, en créant une presse encore plus puissante de 75 000 tonnes, devenue elle aussi une légende de la pensée ingénieuse.
Ces titans de leur époque représentaient le summum des technologies métallurgiques, symbole de la supériorité technique et de la puissance industrielle des superpuissances. Il s'agissait de véritables monstres, capables de façonner le métal avec une force qui semblait presque impossible. Mais la presse chinoise moderne a battu tous ses records, surpassant même le géant soviétique. Elle est capable d'écraser le métal, avec une force littéralement surhumaine. Sous cette presse, des ébauches métalliques chauffées à blanc, dont la masse peut atteindre des centaines de tonnes, c'est comme plusieurs dizaines de camions compressés en un seul morceau de métal, s'aplatissent comme de la pâte à modeler molle. Le métal, chauffé jusqu'à briller d'un éclat rouge ou jaune, subit une pression incroyable. Il ne se déforme pas simplement. Il s'écoule sous l'action de cette force colossale, lentement mais inexorablement, pour prendre la forme souhaitée, préalablement conçue. Ce n'est pas de la coulée, c'est du forgage, un procédé qui renforce la structure du métal, le rendant plus dense et plus résistant que n'importe quelle pièce moulée. C'est précisément cette capacité, fabriquer des pièces forgées monoblocs de dimensions gigantesques, qui constitue l'avantage principal et la caractéristique déterminante de telles presses. Imaginez, vous pouvez obtenir une grande poutre pour l'aile d'un avion ou un élément de coque de réacteur sans la moindre soudure. Les soudures, aussi qualitatives soient-elles, représentent toujours des points de faiblesse potentiels dans les structures métalliques. Elles peuvent constituer des zones de concentration de contraintes, de fissures ou de corrosion. Dans les composants d'importance critique, où le prix de l'erreur peut être catastrophique, par exemple dans un avion à 10 000 mètres d'altitude ou dans une fusée spatiale, l'absence de soudure n'est pas simplement souhaitable, elle est absolument indispensable. Les pièces forgées monoblocs, formées sous une telle pression, possèdent une résistance inégalée, une structure homogène et une fiabilité maximale. Elles constituent le fondement pour la construction d'avions supersoniques, de fusées ultra puissantes, de vaisseaux spatiaux et de réacteurs nucléaires sûrs. Pour installer une presse d'une telle puissance, il a fallu construire non pas simplement des fondations, mais un véritable iceberg souterrain. La structure principale de la presse est enfouie profondément dans le sol, car les forces colossales qui s'exercent durant le forgeage génèrent des vibrations incroyables qu'il faut absorber. C'est comme bâtir les fondations d'un gratte-ciel, mais dans l'ordre inverse, en s'enfonçant dans les entrailles de la Terre sur des dizaines de mètres. L'installation même d'un tel équipement constitue une opération logistique plus complexe que le lancement d'une fusée spatiale. Les pièces de la presse arrivaient sur place par centaines, puis elles étaient assemblées sur site à l'aide de grues géantes et d'équipes d'ingénieurs qui travaillaient pendant des années. Par ailleurs, la force d'une presse de 80 000 tonnes ne représente pas simplement une pression, mais une transformation contrôlée du matériau au niveau microscopique. Sous une telle influence, la structure cristalline du métal se modifie. Les grains deviennent plus fins et plus denses, ce qui lui confère des propriétés mécaniques exceptionnelles. C'est comme améliorer le métal jusqu'à son niveau maximal. Il est également intéressant de noter que le fonctionnement d'un tel géant nécessite une quantité colossale d'énergie. Ce n'est pas simplement brancher une prise. Pour assurer le fonctionnement des pompes hydrauliques et maintenir une pression stable, il faut une centrale électrique puissante. Les systèmes de refroidissement, qui évacuent la chaleur du fluide hydraulique, sont tout aussi essentiels, car sous de telles charges, l'huile peut monter considérablement en température. Il s'agit d'un véritable écosystème d'ingénierie, où chaque élément joue un rôle crucial dans le fonctionnement de l'ensemble du système.
Comme nous l'avons évoqué précédemment, plutôt que de souder de nombreuses petites plaques métalliques, la presse permet de créer une part importante de l'enveloppe à partir d'un seul bloc de métal. Cela rend la structure plus légère, plus résistante et davantage capable de supporter la fatigue des matériaux. Bien que la presse ne façonne pas les petites aubes de turbine, elle peut former de grands éléments de carter de turboréacteurs, capables de résister à des pressions et températures élevées. Au-delà du secteur aérospatial, où chaque kilogramme de poids et chaque millimètre de fissure peuvent avoir des conséquences catastrophiques, cette presse forge également des composants pour l'énergie nucléaire et thermique. Il peut s'agir de couvercles et d'enceintes ultra résistants pour les réacteurs, d'éléments de turbine, de générateurs et d'autres équipements fonctionnant sous pression extrême, à haute température et en milieu radioactif. Ici, l'intégrité et l'absence de défauts ne sont pas simplement une question d'efficacité, mais une question de sécurité pour des régions entières. On y fabrique également des arbres et des rotors pour les grands navires et les machines industrielles. Les installations de turbines géantes sur les navires de haute mer ou dans le secteur énergétique nécessitent des arbres ultra résistants, capables de supporter d'énormes couples de rotation et des charges de torsion colossales. Les pièces forgées produites sous une telle presse sont parfaitement adaptées à ces usages. Chaque année, plus de 2 milliards de tonnes de béton armé sont coulées dans des bâtiments à travers le monde. Imaginez des ponts entiers qui s'effondrent parce que l'acier à l'intérieur rouille comme une voiture abandonnée sous la pluie. En Chine, plus de 500 000 ponts font face à cet ennemi silencieux, la corrosion. Si vous placiez tous les barres d'armature rouillées bout à bout, elles feraient 3 fois le tour de l'équateur. Comment un matériau transparent utilisé pour les planches de surf se transforme-t-il en colonne vertébrale des gratte-ciel ? Comment la fibre de verre remplace-t-elle l'acier qui a dominé la construction pendant 150 ans ? Restez jusqu'à la fin. Vous découvrirez pourquoi les armatures en fibre de verre sont plus résistantes que l'acier, tout en pesant 75% de moins. Et comment la Chine construit des infrastructures protégées contre la rouille qui dureront 300 ans. L'histoire commence dans le Jiangsu, dans une usine qui s'étend sur 40 hectares, l'équivalent de 56 terrains de football. D'immenses machines de 12 mètres de haut dominent l'espace, semblables autour d'une ville futuriste. Imaginez des bâtiments qui produisent les matériaux pour d'autres bâtiments. L'air vibre du bourdonnement constant de milliers de bobines, qui tournent simultanément. Les fibres de verre sortent des fours à une température de 1600 degrés Celsius, plus chaud que la lave volcanique. Avec un sifflement aigu qui fend l'air, des fils plus fins qu'un cheveu humain se déroulent à une vitesse de 3000 mètres par minute. En produisant suffisamment de fibres chaque heure pour faire 2 fois le tour de la Terre. Ce n'est que le début. Ces fils invisibles se transformeront en une structure qui soutient des villes entières. Vient ensuite le bain de résine. D'énormes réservoirs de 15 mètres de long contiennent de la résine époxy, ce liquide doré qui s'écoule comme du miel épais. Les fibres de verre traversent ces réservoirs, créant des cascades brillantes qui reflètent les lumières industrielles, telles des rivières d'or en fusion. Le processus dégage un arôme chimique caractéristique, tandis que la résine adhère à chaque fibre microscopique. À température ambiante de 23 degrés, la viscosité est parfaite, ni trop fluide, ni trop épaisse. Des capteurs contrôlent chaque millimètre de revêtement avec une précision au micron près. Chaque seconde, 50 kg de résine sont consommés, enrobant les fibres. Cette quantité de matériaux suffit pour créer 1500 mètres de tiges finies. Avec un grondement sourd, les pompes maintiennent un flux constant, alimentant la transformation de fils fragiles en tiges incassables.
Ensuite, les machines de tressage entrent en action. Des centaines de bobines tournent dans des motifs hypnotiques, comme un balai mécanique d'une précision millimétrique. Les fibres imprégnées de résine s'entrelacent, formant des structures en spirale qui maximisent la résistance. Imaginez des tisserands robotiques, créant des muscles de verre. Le bruit est assourdissant. Un chœur de moteur synchronisé qui résonne dans la poitrine. Chaque machine produit un grondement continu, tandis que les bobines effectuent 3000 rotations par minute. Des nuages de vapeur s'élèvent lorsque les fibres humides passent à travers les rouleaux de compression, traitant suffisamment de matériaux par équipe pour construire 2 ponts complets. La tension appliquée est exactement de 85 kg par fibre. Trop peu, et la barre sera faible. Trop, et les fibres se rompront. La précision ici détermine si le bâtiment résistera à un tremblement de terre. Vient ensuite le four de durcissement, le cœur du processus. Les tiges pénètrent dans des tunnels de 25 mètres baignés de lumière infrarouge. À 180 degrés Celsius, les molécules de résine s'entrelacent chimiquement avec les fibres de verre. Ce processus, comparable à la cuisson du pain, mais au niveau moléculaire, forge cette résistance légendaire. Les tiges avancent lentement, restant exactement 12 minutes à l'intérieur du four. Des capteurs laser mesurent la température en 200 points différents chaque seconde. Si une section dévie de plus de 3 degrés, les alarmes retentissent immédiatement. Cette étape est critique car elle détermine si la tige durera 5 ans ou 500 ans. La polymérisation doit être parfaite. Chaque molécule de résine se lie à ses voisines dans un réseau tridimensionnel incassable. Imaginez ceci, des millions de chaînes moléculaires forment une armure invisible qui ne rouillera jamais. Après le durcissement, vient le système d'étirage. Des rouleaux géants de 3 mètres de diamètre, comme des roues de train, tirent les barres avec une force contrôlée de précisément 2000 kg. Le grincement rythmique des rouleaux marque le pouls de la production. À une température de 90 degrés, les barres sont encore malléables, mais possèdent déjà leur structure moléculaire définitive. Les rouleaux impriment des textures de surface, des crêtes et des sillons qui permettent au béton d'adhérer parfaitement. Sans ces marques, les barres glisseraient dans le béton, comme des baguettes dans du beurre. Les barres sortent chaudes mais solides, refroidissant progressivement à l'air libre. Chaque minute, 40 mètres de barres finies sortent du système. C'est un balai industriel, où physique et chimie dansent en synchronisation. La moindre erreur, et des mois de travaux de construction peuvent être perdus lorsque la structure cède. Vient ensuite la découpe de précision. Des scies diamantés industriels, tournant à 5000 tours par minute, coupent les barres continues en longueurs exactes. Le bruit est perçant, comme 1000 cristaux qui se brisent simultanément. Des étincelles oranges jaillissent en arcs lumineux lorsque le diamant mord le composite en fibre de verre. Cette étape est critique, car chaque barre doit mesurer exactement 6 mètres. Pas un centimètre de plus, pas un de moins, pour s'intégrer parfaitement dans les coffrages de construction. Des capteurs laser vérifient chaque coupe avec une précision au dixième de millimètre. À une cadence de 20 coupes par minute, il n'y a aucune place pour l'erreur humaine. Imaginez cela, des robots qui coupent avec une précision chirurgicale à l'échelle industrielle. Les barres tombent sur des convoyeurs souples, s'organisant automatiquement en paquets de 50 unités. Chaque paquet représente l'armature pour 3 étages d'un bâtiment résidentiel. Après la découpe, vient le contrôle qualité finale. Chaque tige passe dans des machines de test qui appliquent jusqu'à 12 tonnes de force de traction.
l'équivalent du poids de 2 éléphants d'Afrique adultes tirant dans des directions opposées. Les véritables tiges en fibre de verre ne fléchissent même pas sous cette pression extrême. Des caméras haute vitesse capturent 1000 images par seconde, détectant la moindre imperfection microscopique en surface. Des rayons X pénètrent le matériau, vérifiant la répartition uniforme des fibres, comme des radiographies médicales, mais pour les matériaux de construction. À température ambiante de 20 degrés, les propriétés doivent être parfaites. Cette étape est critique, car une seule tige défectueuse dans un pont peut provoquer un effondrement catastrophique. Celles qui échouent sont rejetées, moins d'1% du total. Les tiges approuvées reçoivent des codes QR gravés au laser, qui tracent chaque détail de leur fabrication. Cela n'a pas toujours été aussi avancé. Encore en 1950, lorsque les premiers ponts modernes de Chine étaient reconstruits, l'acier était le seul matériau disponible. Ces structures ont commencé à rouiller au bout de 10 ans. L'humidité et le sel attaquaient sans relâche. L'effondrement du pont de Qijiang en 1999 a coûté la vie à 40 personnes lorsque les barres d'acier corrodées ont cédé. La percée est survenue lorsque des ingénieurs de Shanghai ont découvert en 2005 que la fibre de verre, utilisée dans les yachts, pouvait renforcer le béton mieux que l'acier. Les premiers ponts pilotes ont dépassé toutes les attentes. Après 15 ans, dans des environnements marins hostiles, zéro corrosion. Les essais ont montré que, tandis que l'acier perd 40% de sa résistance en 30 ans, la fibre de verre conserve 95%. Aujourd'hui, plus de 3000 ponts chinois utilisent exclusivement des armatures en fibre de verre. La technologie, qui a débuté dans un laboratoire universitaire, protège désormais des millions de vies chaque jour. Les émissions de carbone sont réduites de 32% par rapport à la production d'acier traditionnel, l'équivalent de retirer 3 millions de voitures de la circulation chaque année. L'énergie nécessaire est inférieure de 60%, car il n'y a pas besoin de fours géants à 2000 degrés comme l'exige l'acier. L'industrie économise plus de 22 milliards de dollars par an en frais de maintenance. Les ponts avec armature en acier nécessitent des réparations tous les 15 ans, mais ceux en fibre de verre restent intacts pendant 300 ans. Les coûts initiaux de construction sont supérieurs de 25%, mais les économies à long terme sont astronomiques. Alors, voici le secret promis. La fibre de verre possède une résistance à la traction supérieure de 70% à celle de l'acier, tout en ne pesant qu'un quart de son poids. Cela signifie que vous pouvez construire plus haut, plus long, plus audacieux, sans le poids mort qui limite l'acier. La conductivité thermique est quasiment nulle, donc elle ne se dilate ni ne se contracte avec la température. Adieu les fissures saisonnières qui détruisent les trottoirs. Des fibres microscopiques fondues à 1600 degrés jusqu'aux barres finies qui supportent des tonnes de pression, le cycle est bouclé. Rien ne disparaît, tout se transforme en infrastructure qui défie le temps lui-même. Toutes les 60 secondes dans le monde, plus de 100 catalyseurs sont volés sur des automobiles. Les criminels ne chassent pas les voitures. Ils s'intéressent au métal à l'intérieur, plus cher que l'or et le platine réunis. Son prix atteignait 2800 $ l'once, et les réserves mondiales pourraient s'épuiser dans quelques décennies. Le plus étonnant, ce métal est caché dans le pot d'échappement de presque chaque voiture qui passe devant vous en ce moment même. Le palladium, un élément rare dont 80%, est concentré dans seulement 2 pays et qui nous sauve littéralement de l'asphyxie chaque jour. Mais il y a un détail que peu de gens soupçonnent. Et si vous regardez jusqu'à la fin, vous découvrirez le sombre secret de pourquoi ce métal, sans intérêt apparent, pourrait provoquer une crise mondiale dès demain.
prêts à révéler la vérité sur le palladium. Oubliez les diamants brillants et les montres de luxe. Le vrai buzz et la vraie valeur dans le monde moderne se cachent souvent là où vous vous y attendez le moins. Le palladium, c'est exactement ce genre de MVP de l'ombre. Le truc c'est, si vous avez une voiture, alors c'est presque sûr à 100% qu'elle contient un catalyseur. Et dedans, du palladium. Ce n'est pas juste une petite pièce quelconque, c'est un vrai filtre qui rend l'air que nous respirons plus propre. Quand le moteur brûle de l'essence, il dégage plein de substances nocives. Monoxyde de carbone, oxyde d'azote, hydrocarbures. Si tout cela était simplement relâché dans l'atmosphère, nous respirerions du poison depuis longtemps. C'est là qu'entre en jeu le catalyseur. Le palladium, avec le platine et le rhodium, agit comme catalyseur. Il accélère les réactions chimiques qui transforment ces gaz toxiques en substances moins nocives. Eau, dioxyde de carbone et azote. Autrement dit, il nous sauve littéralement du smog et des pluies acides. Le palladium appartient au groupe des métaux du platine, qui comprend également le platine, le rhodium, le ruthénium, l'osmium et l'iridium. Ces métaux sont rares, inertes, c'est-à-dire qu'ils ne réagissent pas facilement avec d'autres éléments et ont des propriétés catalytiques uniques. Longtemps, le platine était le roi. Il était utilisé en bijouterie, dans l'industrie et dans ces mêmes catalyseurs. Mais ensuite, il y a eu un plot twist. La demande d'automobiles a commencé à croître, les normes écologiques devenaient de plus en plus strictes et le palladium s'est révélé être une alternative moins chère et plus efficace au platine pour les moteurs essence. Pour les diesels, le platine reste plus performant. Résultat, le prix du palladium a littéralement explosé. Il a dépassé le platine, puis l'or, devenant l'un des métaux les plus chers au monde. En 2020 et 2021, son prix atteignait plus de 2800 $ l'once, ce qui en faisait l'objet d'envie de tous les investisseurs, et la cause de la chasse aux catalyseurs pour un gain facile. Ne reproduisez pas ça chez vous, c'est criminel. Le palladium est une ressource qui est extraite de la Terre, et il y en a très peu. Selon les estimations d'experts, plus de 80% des réserves mondiales de palladium sont concentrées dans seulement 2 pays, l'Afrique du Sud et la Russie. Imaginez que tous vos produits dérivés préférés ou votre console de jeu ne soient fabriqués que par 2 entreprises au monde. Le moindre problème chez elles, et c'est fini, pénurie, prix dans l'espace, buzz incontrôlable. C'est pareil avec le palladium. Les événements politiques et économiques dans ces pays peuvent instantanément influencer les livraisons mondiales et le prix du métal. Et le plus important, c'est une ressource non renouvelable. Chaque gramme que nous extrayons est un gramme de moins dans les entrailles de la Terre. Au rythme actuel d'extraction et de consommation, les réserves de palladium pourraient s'épuiser dans quelques décennies. Ce n'est pas seulement un problème pour l'industrie automobile, c'est un défi global qui force les scientifiques et ingénieurs à chercher des alternatives et de nouvelles solutions. La majorité du palladium, comme nous l'avons déjà établi, se trouve dans 2 endroits sur la planète. Et il n'y traîne pas en pépites séparées, comme l'or ou l'argent. Le palladium est un vrai introverti qui se cache en compagnie de ses frères du groupe des métaux du platine et d'autres métaux, comme le nickel et le cuivre. Il fait partie d'un minerai complexe qu'il faut d'abord trouver, puis très soigneusement déballer. Les géologues étudient pendant des années de vastes zones terrestres, utilisant diverses technologies,
du cartographie détaillée et des méthodes géophysiques. C'est quand, avec des appareils spéciaux, il radiographie la Terre pour trouver des anomalies, jusqu'au forage d'exploration. Il cherche ces fameux corps minéralisés, des zones rocheuses où la concentration de palladium et d'autres métaux précieux est suffisamment élevée pour que leur extraction soit économiquement rentable. Trouvé? Cool. Maintenant commence le plus intéressant. La majorité du palladium est extraite de mines souterraines. Oubliez les images de dessins animés, où les nains creusent avec des petites pioches. Ce sont des constructions d'ingénierie colossale, d'énormes tunnels qui s'étendent sur des kilomètres sous terre, parfois jusqu'à 4 kilomètres de profondeur. C'est comme construire des villes souterraines entières. Les mineurs, dans un équipement spécial et avec des masques qui protègent de la poussière, travaillent dans des conditions difficiles. Ils utilisent de puissantes foreuses pour créer des trous de mine, des orifices dans la roche. Puis ces trous sont remplis d'explosifs. Boum! Après l'explosion contrôlée, la roche se brise et forme de gros morceaux de minerai contenant du palladium. Ces morceaux de roche sont ensuite chargés dans des camions spéciaux ou sur des tapis roulants qui les transportent vers les ascenseurs. Les ascenseurs sont comme des ascenseurs géants qui déplacent des tonnes de minerais des profondeurs de la mine vers la surface. C'est un processus très énergivore et toute cette infrastructure, ventilation, éclairage, transport, nécessite un contrôle et une maintenance constants. Quand le minerai arrive en surface, ce n'est pas encore fini. Il ressemble juste à une pierre ordinaire, et personne ne devinerait même qu'un métal précieux y est caché. Donc, la prochaine étape est l'enrichissement. C'est comme séparer le grain de la paille, mais à l'échelle d'une entreprise industrielle. D'abord, le minerai est broyé. Il passe par des concasseurs, des machines gigantesques qui brisent littéralement les gros morceaux en plus petits. Puis ces morceaux plus petits sont alimentés dans des broyeurs, où à l'aide de boules ou de barres d'acier, ils sont réduits en fine poudre. C'est un vrai spectacle de puissance industrielle. Grondements, vibrations, nuages de poussière. Tout cela crée l'impression que vous vous trouvez sur une station spatiale. Après le broyage, commence le processus le plus complexe et le plus intéressant, la flottation. De grands réservoirs remplis d'eau, à laquelle on ajoute des réactifs chimiques spéciaux, collecteurs et moussants. Ces réactifs ont une propriété étonnante. Ils adhèrent sélectivement aux particules de palladium et d'autres métaux du groupe du platine, les rendant hydrophobes, c'est-à-dire repoussant l'eau. Puis, on fait passer de l'air à travers ce mélange, créant des millions de bulles. Les particules de minerai auxquelles les réactifs ont adhéré s'accrochent à ces bulles et remontent à la surface, formant une mousse. Et la roche vide se dépose au fond. Cette mousse est collectée. C'est le concentré qui contient beaucoup plus de palladium que le minerai initial. Mais même ce concentré contient encore plein de choses indésirables. Donc il est envoyé aux usines métallurgiques. Là, le concentré subit un traitement à haute température dans des fours, où les métaux fondent. Puis ils sont séparés par différentes méthodes, par exemple par électrolyse ou dissolution chimique, pour séparer les métaux du platine, du nickel et du cuivre. C'est une ingénierie chimique très complexe qui permet d'obtenir un mélange de métaux du groupe du platine.